Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je salue les Farlédois qui nous regardent ce soir et je les en remercie de s'intéresser à la chose communale et au débat. Avant de passer à l'ordre du jour et à l'appel, je voudrais qu'on ait une pensée sous la forme d'une minute de silence pour l'époux de notre conseillère municipale, Marie-France Gérini, et pour elle, bien sûr, ainsi que pour toute sa famille, puisque Jean, son mari, est décédé en fin de semaine dernière. Ces obsèques ont eu lieu en début d'après-midi. J'ai aperçu nombre d'entre vous, d'ailleurs, venir y assister. Donc, je vous propose de lui rendre un hommage. Voilà, c'était un Farlédois pure souche. Je vous remercie. On va fermer la porte, s'il vous plaît. Bien, Madame Garcia, si vous voulez bien procéder à l'appel, première chose. Monsieur Yves Palmieri, Monsieur Présent. le maire. Madame Astier-Boucher Sandrine. Présent. Monsieur Robert Berti. Présent. Madame Corporandi Vialon Virginie. Présent. Madame Escoffon-Joly donne procuration à Monsieur le maire Yves Palmieri. Monsieur Henri Pierre. Présent. Madame Ginny Magali. Présent. Monsieur Collet Alexis. Présent. Madame Gamba Mireille. Présent. Madame Théobald Micheline. Présent. Madame Lampin Daniel. Présent. Madame Jeannin Daniel. Présent. Madame Gérini Marie-France donne procuration à Madame Josiane Astier. Monsieur Ruiz Jean-Paul donne procuration à Monsieur Robert Berti. Madame Garino Nadine. Présent. Monsieur Even Jacques. Présent. Monsieur Jean Solingui. Présent. Monsieur Gate Alain. Présent. Monsieur Vidal Alex. Présent. Madame Josiane Astier. Présent. Monsieur Cardinali Marc. Présent. Monsieur Weber Jean-Louis. Présent. Monsieur Versini Philippe donne procuration à Madame Virginie Corporandi Vialon. Madame Vaillant Virginie. Présent. Madame Bochekian Christine donne procuration à Monsieur Pierre Henry. Monsieur Monin David donne procuration à Madame Magali Gini. Madame Mango Ludivine donne procuration à Monsieur Guy Jean Solin. Madame Dalmasso Magali. Présent. Monsieur Audibert Lucas donne procuration à Monsieur Alexis Collet. Je vous remercie pour l'appel. Voilà, je salue la présence de Mireille Gamba qui fait son retour dans le conseil municipal. Nous sommes tous ravis de t'avoir parmi nous, Mireille. Voilà. Alors, nous passons aux délibérations préliminaires habituelles. Tout d'abord, l'approbation du PV de séance du conseil municipal du 20 septembre dernier. Est-ce que vous avez des remarques à faire ? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre l'approbation de ce PV? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va désigner un ou une secrétaire de séance. Donc, je vous propose Magali Dalmasso. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous passons, c'est devenu la coutume, à la prise de parole des différents adjoints pour le compte de leur délégation. Allez, on va commencer par Sandrine pour les festivités notamment. Bon, mais j'insisterai simplement sur les manifestations phares qui vont avoir lieu en fin d'année. Donc nous avons le Téléthon le vendredi 2 et le 3 décembre, donc le vendredi soir avec des démonstrations qui se dérouleront donc au gymnase Monsieur Pantalazzi. Et le samedi 3, donc on clôturera avec la soirée de gala à la salle des fêtes. Donc les inscriptions, vous aurez les renseignements par mail, les inscriptions vont être bientôt ouvertes. Voilà, à savoir que le prix du repas sera fixé à 30 €. Ensuite, nous avons le samedi 10 et le dimanche 11, le marché médiéval donc, qui est organisé par notre comité officiel des fêtes. Voilà. Et ensuite, nous travaillons, donc je vous présenterai un petit peu plus en début d'année, puisque nous allons avoir une réunion pour nos préparations de nos manifestations sur l'année 2023, qui s'avèrent très très bien. Voilà. Merci Sandrine. On passe à Virginie pour les affaires sociales. Bonsoir à tous. Alors actuellement, il y a les journées de prévention bucco-dentaire qui sont organisées pour les classes de CP de nos écoles.
Il y a eu une première journée le 20 octobre. Les 2 autres journées seront donc le 17 et le 24 novembre. Ces journées s'articulent donc par une éducation collective et puis après par un dépistage individuel. En ce qui concerne les différentes manifestations, donc les ateliers numériques sont complets jusqu'au mois de février 2023. La semaine de l'âge d'or s'est très bien déroulée. On a eu un vif succès auprès de nos seniors et je les en remercie tous d'ailleurs. Les prochains rendez-vous, donc, c'est le repas spectacle dansant de Noël qui se déroulera le 24 novembre à la salle Jean-Paul Mauric de la Crau. Il y aura aussi la visite du village de Noël et de la crèche provençale à Toulon qui aura lieu le 6 décembre. Et aussi la distribution des bons de Noël donc, qui aura lieu le 13, 14 et 15 décembre. Je rappelle que ces bons de Noël sont réservés donc, aux personnes de 65 ans et plus non imposables ou aux titulaires d'une carte d'invalidité avec un taux supérieur à 80% ou aux titulaires de l'ASPA. Et c'est sur inscription auprès du CCAS. Pour tous ces prochains rendez-vous, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 novembre. Voilà. Merci beaucoup Magali pour la culture. Donc, à la culture, une fête de la science qui se tient depuis le 13 octobre et ce jusqu'au 5 novembre à la médiathèque, intitulée cette année « Promenons-nous dans les bois ». Comme son titre l'indique, le thème abordé cette année est la forêt, nos arbres, notre végétation méditerranéenne, des conférences, des expositions, des ateliers poterie pour les enfants. Et pour les plus courageux et curieux, ce samedi matin, une balade est organisée sur l'écosystème de la forêt farlédoise à partir de 9h à la médiathèque avec un guide naturaliste qui vous fera arpenter, découvrir ou redécouvrir les pentes de notre merveilleux Coudon. À venir, 2 belles manifestations en décembre. J'aurai l'occasion d'y revenir le mois prochain, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer. Le 17 décembre à 15h à la salle des fêtes, une pièce de théâtre pour adultes et enfants, comique et touchante à la fois, intitulée « La fabuleuse histoire de Marcel Pagnol », dirigée par Marco Paolo et sa troupe de comédiens. Et suivi le 22 décembre, toujours à la salle des fêtes, un spectacle de Noël pour les enfants avec Arlequin le magicien. Voilà, 2 belles manifestations proposées par le service culturel de notre ville à l'approche des fêtes de fin d'année. Très bien, une belle programmation, il y en aura pour tous les âges. Alors Anne-Laure Escoffon-Joly, notre adjointe aux écoles, est excusée ce soir. En termes d'actualité scolaire, nous avons choisi en ce début de semaine l'opérateur qui a remporté le concours du marché global de performance pour la construction du nouveau groupe scolaire. Je n'ai pas le droit de le divulguer parce que les résultats n'ont pas encore été notifiés aux 3 candidats qui restent en course. Mais voilà, c'est chose faite, nous avons choisi. Et le candidat choisi sera à même de mener ce dossier au bout. Nous en avons la conviction. On en parlera dans un futur très proche. Alexis, avec la journée urbaine, les trophées Farlédois à venir, beaucoup de choses aussi. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, concernant les sports, un petit bilan sur la journée des pratiques urbaines qui s'est déroulée le 15 octobre. Pour une première journée, on a eu une bonne fréquentation et de belles animations de la part de l'association Express sur Saule au travers d'une battle de hip-hop sur l'espace de hockey. Et un concours de skate et une animation aussi le matin. Alors un concours de skate l'après-midi et une animation le matin à destination des jeunes Farlédois qui a rencontré aussi un franc succès. Donc pour une première journée, on était assez satisfaits, enfin pour une première édition. Il y avait aussi des structures gonflables qui ont permis à beaucoup de jeunes Farlédois de venir s'amuser. En termes d'actualité, il y a une commission aussi s'est tenue là, sur le 10 octobre où nous avons pu faire un bilan des différentes actions du service des sports depuis le début de l'année 2022, de l'événementiel également, afin de dégager des perspectives d'évolution de travail pour l'année 2023. Et pour terminer sur le chapitre des sports, effectivement, les trophées Farlédois qui se tiendront alors le 18 novembre ou à une date ultérieure en fonction de la participation ou non de notre cycliste farlédois qui a rencontré de grands succès même cette année,
Christophe Laporte. Donc, en fonction de sa participation et de ses contraintes professionnelles et personnelles, il est possible que la date soit repoussée. Donc, nous vous tiendrons informés le plus rapidement possible. Au sujet de la transition écologique, donc très rapidement, pour clôturer les semaines européennes du développement durable, la journée du 1er octobre sur la place Retour à la ferme a été bien accueillie par la population Far-les-Dois. C'était très sympathique de voir ces animaux, les différents stands qu'on avait pu annoncer lors de du précédent conseil municipal. Là aussi, c'est des événements qui méritent d'être pérennisés d'une année sur l'autre. Je pense qu'il y aura vraiment de plus en plus de participation. Ensuite, je parle sous le contrôle de Robert, la plantation d'arbres a repris avec cet automne et des conditions météo que l'on espère plus favorables parce que la pluie n'est pas encore vraiment retombée. Mais la période est quand même plus favorable, donc avec la plantation de 70 arbres dans le bassin de rétention du stade Jacques Astier. Évidemment, des espèces qui sont adaptées à l'environnement. Alors, une zone humide, parce que c'est le bassin de rétention, mais aussi des arbres qui peuvent résister à une certaine sécheresse. Donc, d'autres plantations sont à venir au niveau du parking de Laetitia, du parking des Monniers, et également des écoles Marie Curie et Jean Monnet. Donc ces plantations qui rentrent dans le cadre des 1000 plantations à l'horizon 2025. Et enfin, pour conclure sur la transition écologique, les alchimistes se sont installés la semaine dernière. C'est ça, mardi dernier. Ouais. Mardi dernier, donc dans la zone. Donc à laquelle vous avez participé, enfin vous avez inauguré l'installation. Donc les alchimistes a installé son usine de compostage de biodéchets, et en particulier des déchets alimentaires. Et il faut savoir que les alchimistes, il y a quand même un travail qui a été mené depuis l'année 2021 avec le restaurant scolaire, donc c'est un peu dans une continuité. Récupération de biodéchets, donc là en l'occurrence de déchets alimentaires pour la production de compost. Il faut savoir que depuis le début de l'opération, 7 tonnes de déchets ont été récupérées pour 1,5 tonne de compost déjà produit. Voilà, donc c'est un partenariat qui réussit, et on est content de les voir s'installer sur la commune. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexis. Pierre, on a dit que l'actualité avait déjà été balayée amplement lors du dernier conseil municipal. On parlera quand même de l'évolution de la vidéoprotection tout à l'heure à l'occasion d'une délibération, ça avance. Robert, pour les travaux, tu veux dire un mot aussi. Bon, comme de partout, comme chaque fois pendant les vacances, on profite pour faire des travaux aux écoles. Alors en vitesse, les travaux à Jean Écart, on continue parce qu'on n'avait pas fait le dessous des préaux pour isoler le dessous des classes. On profite pour faire le raccordement aussi du rafraîchissement à la classe RAZ. On fait aussi la peinture du bureau de la directrice. Et on fait la conformité des mains courantes dans la montée du rez-de-chaussée au premier étage de Jean Écart. Pour compléter ce qu'a dit tout à l'heure mon copain et, disons, mon homologue, mon compatriote au niveau de l'environnement, on fait la taille des mûriers à Jean Monnet, la taille des mûriers à Jean Écart. On essaye de les couper en forme de parasol, de manière à ce qu'ils se rejoignent l'année prochaine. À Jean Monnet, on fait les faux plafonds, l'isolation et l'éclairage. On profite de faire ça en avance. Et on met aussi les Internet dans toutes les classes, prises RJ45 de partout. On préparera aussi, on va tracer la transplantation de 5 platanes qui sont sur l'ancien boulodrome. Et à l'heure actuelle, comme Alexis l'a dit, à l'école Marie Curie, on met 2 mûriers dans la cour. Mais ça, on le fait pendant ces vacances-là. On a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est
une excellente idée que monsieur le maire nous avait demandé. On a repeint le campanile. On en a profité pour faire un peu des réparations sur le clocher. Et là, on est en train de finir un petit peu quelques travaux à la chapelle de la Trinité. Pour finir, là, ça va se finir dans les 15 jours. Sur la chapelle, ça sera terminé. Voilà. Très bien, on a pris soin des bâtiments communaux. Merci Robert, merci à tous. Un petit mot sur le démarrage des travaux du parking Laetitia, qu'on vous proposera de baptiser dans un conseil municipal ultérieur. Ça va démarrer au lendemain des vacances de la Toussaint, donc le 7 novembre. Et j'animerai une réunion publique sur site samedi à 10h45. Les riverains du secteur ont été invités, donc nous expliquerons les phasages de travaux. Et bien sûr, l'objectif final qui est d'augmenter de 30 places de parking, de créer un cheminement piéton, une voie cyclable et de connecter le secteur de la Tuilerie et le parking du Laetitia. Voilà, on va pouvoir passer à l'ordre du jour à proprement parler. Donc la délibération numéro 4 qui va nous permettre de demander la création d'une zone agricole protégée, une ZAP, sur le territoire communal. Nous avons constaté depuis des décennies un enfrichement progressif de bon nombre de parcelles agricoles. Nous le déplorons, bien sûr. Aujourd'hui, la prise de conscience collective est massive sur la nécessité de créer des circuits courts et d'avoir un plan alimentaire territorial. Ces parcelles en friche nous désolent, donc nous réagissons en donnant un signal fort, en demandant la création de cette ZAP. La communauté de communes a fait les démarches préliminaires pour mutualiser les coûts auprès de la SAFER. Et nous demandons officiellement, donc, avec cette délibération, au préfet de classer nos zones agricoles en zones agricoles protégées. D'autres difficultés, bien entendu, sont toujours en l'état. Le métier d'agriculteur a tendance à s'affaiblir en termes de vocation. Nombre de jeunes agriculteurs hésitent à s'installer, d'autres s'en désintéressent. C'est pourtant un métier magnifique, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas toujours très rémunérateur. Il est parfois très difficile aussi du point de vue physique. On a aussi, en termes de difficultés, des propriétaires terriens de ces zones agricoles qui sont récalcitrants, parce qu'à certaines époques de la vie communale, il y a eu des ouvertures possibles sur la constructibilité de ces zones. Aujourd'hui, clairement, les zones agricoles et zones naturelles ne reculeront pas, et c'est le signal qu'on veut donner ce soir. Nous-mêmes, nous avons, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt décerné lors de la première édition de Vinet-Coudon, 3 parcelles communales pour un total de près de 5 hectares à des jeunes agriculteurs, un maraîcher bio, un viticulteur, un apiculteur. Nous continuerons à le faire puisque nous avons encore 2 hectares de propriété communale dans la zone des Perrons. Là aussi, on veut donner un signal fort. L'agriculture doit se réinstaller en force sur la Farlède. Les baux pour ces 3 agriculteurs sont en cours de finalisation. Ils vont être signés avant la fin de l'année pour une exploitation en 2023. Donc ce que nous voulons avec cette demande de ZAP, c'est sacraliser les zones agricoles et donner ce signal que la marche arrière ne sera pas possible. En réalité, la différence entre les ZAP et les zones agricoles classiques, c'est qu'il y a 2 verrous supplémentaires. Il y a la Chambre d'agriculture qui est obligatoirement consultée lors de toute demande de modification de l'occupation du sol qui altérerait durablement son potentiel agronomique, biologique ou économique. Et puis il y a aussi la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Si l'un des deux ne lève pas son verrou, la ZAP est irréversible. Donc on sécurise vraiment les zones agricoles. C'est ce que je voulais vous proposer ce soir. C'est donc un processus qui va officiellement démarrer et qui va prendre quelques mois, bien sûr, jusqu'à son aboutissement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, on met aux voix. Qui est contre cette demande de ZAP auprès de Monsieur le Préfet? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, les 2 délibérations suivantes concernent le projet de centralité. Un projet de centralité que nous avons vu passer souvent en conseil municipal, dont nous avons aussi beaucoup parlé en réunion publique, qui a fait l'objet de travaux cet été, vous l'avez vu, avec le cadre pluvial qui a impacté la rue de la République, puisque nous avons dû redimensionner
le pluvial sous la rue de la République, sous l'impasse Barthélemy, et quasiment jusqu'à l'entrée de la salle des fêtes. Je vais d'abord vous faire un rappel global de ce projet de centralité, sans rentrer dans les détails comme nous l'avions fait lors de la présentation précédente, mais c'est important de contextualiser. On va revenir aussi sur l'historique qui a amené la vente de ces terrains. Et puis nous parlerons ensuite d'un effort collectif que nous devons faire auprès et avec les opérateurs pour affronter les difficultés que vous connaissez tous en termes de crise des coûts de construction, avec une augmentation énorme des coûts de matériaux et de carburant. Et puis aussi, et ça c'était une mauvaise surprise, avec une évolution plus drastique de la loi sur l'eau qui entraîne aussi des surcoûts. Alors pour rappel, ce projet de centralité, c'est une phase 2 d'une première partie dans laquelle nous sommes, avec des îlots qui comprenaient donc la structure de la Capelle, l'îlot côté sud, l'îlot de centralité juste en dessous, et il reste ce terrain qui nous relie au centre-ville, sur lequel eh bien, la commune a la volonté d'installer une nouvelle place du marché, plus grande que la précédente. Cette place sera bien sûr jonchée d'espaces verts, de végétaux. La commune va se charger financièrement des réseaux souterrains, notamment avec le pluvial dont on vient de parler, mais de l'assainissement aussi, de la construction de la voie périphérique et de la construction d'un parking aérien sur un terrain dont nous sommes en cours d'acquisition en bordure de la propriété Aiguier. Les constructeurs, eux, qui sont les opérateurs Amétis de Marseille et la SCI de M. Hugou, vont construire 15 logements locatifs sociaux pour une surface de 1116 m², 15 logements locatifs intermédiaires pour la même surface, donc ça fait 30 logements. Au rez-de-chaussée de ces logements, il y aura 587 m² de surface de services dont on espère et pour lequel on fait un maximum le vœu que ce soit des surfaces à destination médicale ou paramédicale. Et enfin, une cellule commerciale de 932 m² avec des halles alimentaires et une brasserie en rooftop. Ça sera la partie la plus proche de la rue de la République. Voilà. Je rajouterai qu'il y a un parking souterrain pour les résidents des deux bâtiments et pour les usagers, pour les exploitants commerciaux et des services, de 53 places donc. Et c'est justement ce parking souterrain qui fait l'objet en particulier du surcoût. Le dépôt de permis a été validé, purgé. Pour l'historique, une zone d'aménagement différée, une ZAD, avait été décrétée en 2012 pour permettre à la collectivité de geler les coûts d'acquisition des surfaces. 6 ans après, on avait la possibilité de renouveler cette ZAD une deuxième fois, mais la DUP qui a été prise par le préfet suite à la demande de la municipalité le 25 octobre 2018 a pris le relais. Il était inutile de relancer la ZAD puisque la DUP gelait également les prix. Cette DUP a permis de donner un caractère renforcé au projet de centralité et a permis de trouver un accord amiable, même si ça paraît contradictoire, avec les propriétaires. Ce terrain a donc été vendu pour la somme qui était prévue dans le cadre de la zone d'aménagement différé, avec une négociation, évidemment, pour éviter d'aller au terme des procédures judiciaires possibles, qui auraient fait perdre du temps à tout le monde et qui auraient été empreintes de grosses incertitudes. Donc la mairie est bien propriétaire de ce foncier. Suite à cette acquisition définitive, nous avons lancé un appel à concurrence pour permettre aux opérateurs qui souhaitaient mettre en œuvre les ambitions communales de se manifester. Et c'est le groupement Amétis, donc, dont nous parlons ce soir, qui a été choisi parmi 8 candidats au cours d'un premier tour, puis parmi 3 candidats au cours d'un deuxième tour. Et depuis, le projet d'Amétis, qui était à la fois le plus disant et le plus proche des attentes municipales, évolue. Il évolue en fonction des contraintes topographiques que l'on découvre lorsqu'on prend possession du terrain, mais aussi des contraintes légales et hydrauliques qui ont énormément évolué. Je vous parlais de la loi sur l'eau. Et puis bien sûr,
en fonction des contraintes économiques aussi, avec une crise dont nous ne pouvions pas imaginer les répercussions, notamment sur le prix des matériaux et des carburants, jusqu'alors. Et c'est bien cet ensemble de critères qui a amené Amétis à constater un déficit d'opération de 900 000 € au printemps dernier. Donc Amétis est venu nous faire part de ce déficit d'opération qui était justifié, avec notamment la nécessité de faire un cuvelage par rapport à la loi sur l'eau sur le parking souterrain, avec des surcoûts très importants pour l'achat de matériaux, pour le prix des prestataires, notamment liés au coût des carburants. Il ne faut pas oublier non plus que le futur exploitant des logements sociaux et des logements intermédiaires va être confronté aussi à la hausse du prix de l'énergie, puisqu'ils vont gérer, une fois les locaux construits, les parties communes. Donc on s'est mis autour de la table parce que le danger, c'était de voir un centre-ville avec un énorme bassin à ciel ouvert et de voir aussi le chantier prendre du retard. Donc nous avons travaillé tous ensemble à combler ce déficit de 900 € en essayant d'être le moins impactant possible pour les finances communales. Je vais vous expliquer de quelle manière nous allons nous y prendre. Mais nous ne sommes pas seuls à faire des efforts, puisqu'Amétis va prendre en charge sur ses fonds propres 300 000 €. Nous allons modifier le classement des logements sociaux. Vous savez que dans les logements sociaux, il y a le plus social qui est le PLAI, puis il y a le modérément social qui est le PLUS, et puis il y a le social léger qui est le PLS. Et bien sûr, lorsqu'on fait du social plus léger, ça permet de commercialiser le mètre carré plus haut que lorsqu'on fait du social plus important. Donc le bailleur, qui est 3F Sud, va pouvoir commercialiser davantage de logements en PLS, ce qui permet de gagner, là encore, une somme importante de 300 000 € dans ce dossier. Il reste donc environ 280 000 € à trouver. Et nous avons une solution à vous proposer ce soir qui fait l'objet de 2 délibérations différentes. Donc la commune va amener 280 000 € sous forme d'une subvention de 180 000 € que vous avez déjà voté pour d'autres programmes de logements sociaux. C'est une délibération classique depuis une dizaine d'années. Elle vient en soustraction des pénalités de la loi SRU en N+2. C'est-à-dire que si nous payons cette année cette subvention au bailleur social, nous la récupérerons en la soustrayant des pénalités de la loi SRU à laquelle nous ne pourrons pas échapper en 2024. C'est donc une avance de trésorerie. L'impact financier, ce sera d'une avance de trésorerie, pas d'une perte de trésorerie. Et puis nous allons vous proposer aussi une décote de 100 000 € de foncier pour arriver à cette somme, puisqu'elle aussi, si on l'adosse au financement de ces logements sociaux, va nous permettre de venir nous dépénaliser de la loi SRU. Donc voilà les 2 façons et qui sont l'objet de ces 2 délibérations qui vont nous permettre de contribuer à la continuation de ce projet et donc à sa réussite. Il est bien évident que nous ne pouvions pas laisser les choses en l'état, attendre que l'opérateur mette la clé sous la porte et se retrouver avec un chantier à ciel ouvert, des difficultés énormes pour convaincre notre opérateur de prendre la suite, un retard qui aurait bien sûr été pris, une estimation de coûts de travaux qui, à mon sens, aurait explosé. Nous n'aurions pas pu la colmater avec les seules dépénalisations de loi SRU. Donc je pense que nous avons choisi la solution la plus sage. Il est évident que dans ce contexte si particulier, il faut parfois imaginer des solutions auxquelles nous n'avions pas besoin de penser précédemment. Là, nous l'avons imaginé tous ensemble, les opérateurs, la municipalité. Je remercie d'ailleurs M. Cardona qui a été source d'inspiration pour notamment ces 2 mesures. Mais voilà, c'est un travail collectif qui a nécessité un certain sacrifice et les trois acteurs concernés ont consenti ces sacrifices. Donc pour mieux comprendre les montants, il faut considérer les participations financières du PUP. Les participations financières du PUP, c'est ce qu'on demande aux opérateurs pour financer une partie des opérations publiques. Donc en plus de construire leur logement, ils subventionnent la commune pour aider
aux prestations dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la place, la voirie périphérique, les espaces verts, tout en répondant aux exigences qui ont été fortes de la commune avec ce parking souterrain, avec un péristyle. La somme de PUP est de 1 223 440 €. Elle est déterminée en fonction du mètre carré de bâti construit par les opérateurs, sachant que la somme totale attendue par la commune pour la cession du foncier a été fixée à 360 € du mètre carré par mètre carré de bâti, ce qui fait une somme de 1 350 360 €. Vous avez compris qu'il y a donc un delta entre cette somme et les participations déjà fixées par le PUP. Ce delta était de 226 920 €. C'était la somme qui était donc attendue pour la cession du terrain final, que nous allons signer là, à la fin du mois de novembre. Et je vous ai expliqué, au regard du contexte que je vous ai décrit, qu'il fallait accepter une décote de 100 000 € pour boucler le financement et partir sur une cession non pas à 226 920 €, mais à 126 920 €, ce qui fait que la commune percevra au total, si on ajoute le PUP et cette somme de 126 920 €, 1 250 360 €. À titre d'information, parce que nous ne voulions pas faire perdre de l'argent à la commune, nous avons consulté France Domaine pour l'estimation de la parcelle que nous cédons. Elle a été estimée au 4 octobre dernier, donc c'est très récent, à 940 000 €. Donc vous voyez qu'entre les 940 000 € de la valeur du foncier et les 1 250 360 € que nous allons toucher, apparaît bien une participation importante pour financer la partie publique. Donc la commune n'est pas perdante, d'autant que, je vous le redis, l'effort de 100 000 € sur la décote du foncier sera dépénalisé sur la loi SRU de 2024. Donc nous ne faisons qu'une avance de trésorerie en réalité pour permettre à ce projet de se poursuivre et de réussir. Donc nous évitons un blocage dans le calendrier des travaux. Après le cadre pluvial réalisé cet été, un deuxième bassin de 600 mètres cubes doit être réalisé sous la place en début d'hiver. Puis le terrassement viendra, le gros œuvre, les fondations, pour un objectif de fin de chantier fixé à la fin de l'année 2024. Hein, bien sûr, tout retard et tout impondérable mis de côté, qui malheureusement peuvent toujours impacter une opération de cette ampleur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, je vous laisse la parole pour des observations. Il n'y a pas de questions. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, la première délibération donc, porte sur la cession de ce foncier. Je propose donc de fixer le prix à 126 920 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Passons donc à la délibération suivante qui est liée à la première. Je précise que là encore, que ce soit la subvention, que ce soit la décote du foncier, on adosse bien cet effort à la construction des logements sociaux. Je vous propose donc une subvention qui a été budgétisée cette année. Nous l'avions prévue pour l'une ou l'autre des opérations de logements sociaux. Mais là, je vous propose donc de l'affecter au bailleur social 3F Sud, qui est le gestionnaire de logements sociaux de cette opération de centralité. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours en urbanisme, on passe à la délibération numéro 7. Là, nous avons 2 ventes de parcelles. Alors, pour la première, c'est une régularisation, puisque nous avons les consorts Batman et Ludo qui habitent, non pas Batman et Robin, Batman et Ludo. Voilà. Excusez-moi de faire un peu d'humour, parce que c'est toujours... l'urbanisme, c'est du sérieux, mais voilà, ça m'a... Nous sommes sur le chemin du Coudon.
Il s'agit de la parcelle cadastrée BK numéro 189 pour une superficie de 51 mètres carrés. C'est un petit morceau de terrain. Donc nous sommes en haut du chemin du Coudon, hein, dans le dernier virage à gauche, là. Et en face, vous avez ce délaissé de terrain qui, en réalité, avait déjà été clôturé à l'intérieur du terrain de Madame Loudot et de Monsieur Batman. On s'est aperçu que ces 51 mètres carrés étaient de propriété communale. Donc nous régularisons cette situation en vous proposant de vendre au prix de 480 € cette toute petite parcelle. Voilà, et vous verrez que c'est la référence du prix qui sera la même pour la parcelle suivante. Est-ce que vous avez des observations sur cette cession qui est une régularisation? Bien, écoutez, donc, je mets aux voix qui est contre la cession de cette parcelle de 51 mètres carrés pour 480 €. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc une autre cession de parcelle à Pirascas. Nous sommes à la limite de la commune de la Garde, mais nous sommes bien à la Farlède. Lors du conseil municipal du 20 septembre, je vous ai demandé de délibérer sur l'acquisition d'une parcelle 100 mètres. Là, ça arrive, un terrain qui n'a pas de propriétaire. Donc la commune en est devenue officiellement propriétaire et il se trouve qu'après cela, des riverains se sont montrés intéressés par cette acquisition qui est en zone naturelle dans le secteur de Pirascas. Donc cette fois-ci, la parcelle est plus grosse. Nous allons demander l'avis de France Domaine. C'est la parcelle cadastrée numéro 83, BC 83, d'une superficie de 1369 mètres carrés et qui a été estimée par France Domaine à 12 850 €, ce qui fait à peu près le même prix au mètre carré que la parcelle précédente, qui est aussi en zone naturelle, donc non constructible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette acquisition par Monsieur Da Silva Paredes et Madame Demède? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On finit l'urbanisme avec ce que l'on appelait autrefois le plan façade. Donc pour un bref historique, en 2008, on avait quand même constaté que la rue de la République, la place de la Liberté, les hameaux étaient particulièrement dégradés du point de vue visuel, avec des façades qui étaient vieillissantes, abîmées, avec parfois une absence d'enduit. Et nous avons, à l'époque, décidé d'organiser un coup de pouce aux propriétaires dans l'intérêt évidemment général. Et nous étions adossés à l'époque au Pactarim, qui était l'association qui portait ce nom-là, qui a changé de nom, qui s'appelle aujourd'hui Soliavar. Une association basée à la Garde, qui propose de reprendre les triennalités précédentes. Donc nous avions démarré, vous le voyez dans le rapport de présentation, en 2011. Et nous arrivons à la fin d'une triennalité le 19 décembre prochain. Donc cette nouvelle convention que nous vous proposons de signer avec Soliavar est détaillée en annexe. Vous avez le prix notamment des prestations du technicien, les frais de déplacement. Vous avez le prix du rapport annuel qui apparaît également, avec donc une somme de 2 600 € pour les 3 années avec un rapport annuel d'activité et une somme de 23 389 € hors taxes pour les interventions techniques, donc sur place à la Farlède, ainsi que les frais de déplacement. Vous avez dans la deuxième partie de la convention une annexe dans laquelle vous allez trouver le montant des aides attribuées aux particuliers qui sont financés par la commune. Nous budgétisons chaque année, et vous le voyez dans la présentation du budget, une somme pour ces façades. Et c'est là-dedans qu'on va piocher pour payer les 30% de subventions aux particuliers. Alors c'est en contrepartie de matériaux bien définis, de couleurs bien définies dans la palette de couleurs aussi,
Je vous prends l'exemple des gouttières. On ne peut pas faire des gouttières en PVC, on ne peut pas faire des volets en PVC non plus. Il faut qu'il y ait un caractère durable dans ces matériaux. Donc les gouttières sont en zinc, les volets sont en bois ou en acier. Le choix des couleurs doit respecter l'harmonie du village. Bien sûr que ces matériaux coûtent un petit peu plus cher que les prix low cost du PVC, qui a, cela dit, flambé ces derniers mois. Donc ça remet quand même en question ce constat. Mais ce surcoût est plus que compensé par la subvention. Donc on a 30% pour la plupart des éléments, sauf pour les descentes de gouttières qui sont à 50%. Et vous avez à côté un plafond par mètre carré pour le ravalement et unitaire pour les pièces comme les volets, les portes de garage, les descentes de gouttières et bien sûr les éléments d'intérêt architecturaux. Ça peut être des contours de porte, ça peut être autre chose. Donc c'est dans le but de donner à notre village le plus bel aspect possible et en donnant un petit coup de pouce aux particuliers. Depuis 12 ans, on a quand même vu que la rue de la République et certains hameaux avaient retrouvé des couleurs qu'ils n'avaient plus depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette convention ? S'il n'y a pas de questions, écoutez, je vais vous demander de m'autoriser à signer cette convention à la fin de prolonger de 3 ans notre partenariat avec Soliavar. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On a fini avec l'urbanisme, on va passer aux finances. Donc pour démarrer, 2 fonds de concours, 2 demandes de fonds de concours auprès de la communauté de communes de la vallée du Gapot. Le premier fonds de concours, il est forfaitaire depuis nombre d'années, 174 000 € hors taxe. La CCVG a pour vocation, pour ces montants-là, proportionnels à la population de chaque commune, d'aider les communes à financer leurs propres projets. Il nous suffit donc d'identifier une opération sur laquelle nous voulons être aidés, et c'est ce que nous faisons là en 2022. Nous avons identifié l'opération, justement, nous avons parlé tout à l'heure, qui est la reprise du cadre pluvial de la centralité. Une opération qui a coûté près de 600 000 € hors taxe, à 599 893, qui va être subventionnée donc par ce fonds de concours de 174 000 €, par une participation dans le cadre du CRED 2 de la région à hauteur de 89 984 €, ce qui nous laisse donc un autofinancement communal hors taxe de 335 909 € et 77 centimes. Je vous demande donc de m'autoriser à demander ce fonds de concours à la communauté de communes, qui fera bien sûr l'objet d'une délibération à la communauté de communes pour être accepté prochainement. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Un deuxième fonds de concours, lui, plus exceptionnel, puisqu'il va durer 2 ou 3 années. La communauté de communes et son président, donc André Garon, et l'ensemble des vice-présidents, c'est-à-dire les maires que nous sommes, des 4 autres communes, avons décidé de mettre l'accent sur la vidéoprotection dans le cadre de nos objectifs de sécurisation de nos communes. Et donc le coup de pouce de la communauté de communes consiste à attribuer un fonds de concours supplémentaire exceptionnel de 100 000 € par an, qui ne peut dépasser 50% de l'investissement annuel. Donc nous avons bien sûr mis au budget cette somme de 200 000 €. Nous avons parallèlement demandé l'aide des services de l'État, qui a répondu présent à hauteur de 5 000 €. Nous avons donc remonté légèrement ce seuil d'investissement pour pouvoir profiter pleinement des 100 000 € de la communauté de communes. Donc 206 955,11 € sont au budget d'investissement pour la vidéoprotection cette année, qui comprend l'achat de caméras, mais aussi le tirage de la fibre. Je vais en parler d'ailleurs en fin de délibération. Nous réitérerons cette opération l'an prochain. Notre objectif est de passer de 22 caméras qui fonctionnaient en mars 2021, dont certaines avec le réseau hertzien, à 76 caméras à la fin de l'année 2024, avec du réseau de fibre optique, c'est-à-dire qui nous garantit une continuité dans le signal, contrairement au hertzien qui peut être largement perturbé, soit par la météo, soit par la construction d'une maison un peu trop près ou un peu trop haute, ou d'un immeuble.
Donc nous allons sécuriser ce réseau en termes de signal, nous allons le déployer sur la commune, avec pour objectif bien sûr de viser les zones à risque, les parkings, protéger les bâtiments communaux, les intersections de voies de circulation et le centre-ville qui peut faire l'objet de nombreuses conduites délictueuses. Donc je disais qu'il restait 22 caméras en état de fonctionner, mais qui ne faisaient pas toutes l'objet du même logiciel, qui parfois, avec le réseau hertzien, était perturbé. Donc aujourd'hui, on en a 34 qui fonctionnent maintenant, donc on a déjà bien augmenté la voilure. Les dernières qui ont été installées, c'est la caméra qui est sur le fronton de la mairie, qui filme la place. Il y a la caméra du square de Verdun. Et puis, il y a les caméras à l'arrière de la mairie qui filment vers le parc, que nous avons d'ailleurs mis de manière multiple, puisque 3 caméras permettent de visualiser les 360 degrés du secteur, contrairement à une caméra qui alternait avant l'angle de vision et qui était quand même assez défaillante. Et puis, il y a 3 caméras qui vont être en état de fonctionner dès le début de la semaine prochaine au rond-point du Bec de Canard, qui porteront donc à 37 le nombre de caméras. Je vous rappelle que 76, c'est l'objectif final et que nous allons cheminer avec une accélération des travaux visible, puisque les travaux avaient déjà commencé, mais ils étaient évidemment beaucoup moins réjouissants. Il fallait tirer des câbles de fibre, il fallait remplacer des caméras existantes et qui dysfonctionnaient, donc ça ne donnait pas l'impression d'avoir davantage de caméras. Mais nous allons progresser, on est passé de 22 à 33 et nous allons cheminer jusqu'au 76 à la fin de l'année 2024. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette délibération sur la demande du fonds de concours auprès de la CCVG de 100 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre cette demande de fonds de concours? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la décision modificative numéro 2 du budget principal. Vous avez sous les yeux un tableau, on démarre bien sûr par le fonctionnement. En noir, ce sont les sommes dont nous avons besoin pour réaliser certaines opérations, on va les détailler. Et en rouge, ce sont les efforts d'économie que nous faisons pour compenser une partie de ces nouvelles dépenses. Et puis nous verrons comment nous équilibrerons avec le virement de la section d'investissement. Donc pour 40 000 € dans le chapitre 11, nous avons des frais d'actes et de contentieux. Donc c'est une vieille histoire qui vient d'être délibérée il y a quelques semaines, que nous avons perdue. Ça date d'environ 5 ou 6 ans. Ça se passe à la salle Rodolphe, un riverain donc, qui s'est plaint des nuisances causées par les groupes de climatisation et par la hauteur des bâtiments, puisqu'il avait aussi déposé un recours auprès de l'architecte. Et nous avons été condamnés en première instance à payer environ 32 000 € de frais de dommages et intérêts, plus les frais de justice. C'est pour ça que nous avons besoin, la condamnation étant exécutoire, de provisionner cette somme pour payer. Voilà, nous allons faire appel de cette décision qui nous paraît par certains côtés ne pas respecter l'esprit de la situation. Donc nous payons, mais la décision n'est pas définitive. Nous interjetons appel. Alexis nous en a parlé, les trophées Phare les Doigts pour 10 000 €, puisqu'il y a 2 versions possibles, avec et sans Christophe Laporte. Vous comprenez bien que ce n'est pas toutes les années qu'une commune a la chance d'avoir un résident qui gagne une étape du Tour de France, qui finit 2e du championnat du monde cycliste sur route, qui gagne le Tour du Danemark. Voilà. Et je vous en passe des meilleurs. Donc on l'a honoré sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, mais ça ne nous semble pas suffisant. Nous aimerions bien sûr le décorer et l'honorer de vive voix dans le cadre des trophées Phare les Doigts. On attend toujours, parce qu'il a un emploi du temps machiavélique, un calendrier particulièrement chargé. On attend toujours la possibilité de fixer une date avec lui. S'il ne peut pas, écoutez, on verra ça plus tard et nous ferons les trophées Phare les Doigts pour nos autres sportifs que nous adorons tout autant. Mais nous provisionnons cette somme au cas où, puisqu'évidemment la réception prendrait une autre ampleur si nous devions avoir Christophe Laporte dans nos murs. 8 000 € pour l'entretien des locaux communaux. Nous avons un service où, en raison de l'absentéisme,
nous étions dans l'impossibilité de nettoyer certains locaux. Nous avons donc fait appel à un prestataire extérieur par la mise en concurrence sous forme de devis. Et c'est une entreprise donc, qui assure ce service. Et nous réfléchissons d'ailleurs à la possibilité pour des tâches qui peuvent revêtir une certaine pénibilité dans certains corps de métier de la fonction publique territoriale, notamment pour des agents en fin de carrière, et bien d'externaliser ces tâches. Donc c'est le cas notamment du nettoyage, mais ça peut être aussi, je pense aussi à la maçonnerie, aux espaces verts. Il est évident qu'avec le recul de l'âge de la retraite, certains corps de métier sont beaucoup plus difficiles à assumer. Et une externalisation serait une option tout à fait envisageable. En tout cas, là, nous payons pour assurer la propreté des locaux. Et c'est cette somme dont nous avons besoin pour aller jusqu'à la fin de l'année. On a fini avec le chapitre 11, donc des charges à caractère général. On passe au chapitre 12 et les charges de personnel. Là, je vous demande de déclencher une somme de 50 000 € supplémentaires. Nous avions, dans le cadre du budget, en avril dernier, anticipé un dégel du point d'indice. Je disais à ce moment-là que le candidat Macron avait émis cette hypothèse dans le cadre de son programme et de sa campagne et qu'on était obligé de considérer cette proposition quand même comme tout à fait plausible. Mais par contre, on ne connaissait pas l'ampleur. On ne savait pas qu'il allait proposer 3,5 points et surtout qu'il allait la proposer sans contrepartie de l'État, sans compensation, sans aide de l'État. Donc 3,5% de hausse de la rémunération principale, comme ça, qui sont décrétées au mois de juillet, payables immédiatement. C'est une très bonne nouvelle pour les employés municipaux, même si l'inflation rattrape largement ce taux et même au-delà. En revanche, pour la collectivité qui, elle, fonctionne à budget constant, s'apercevoir qu'il n'y a pas de participation de l'État à une décision qu'il a lui-même prise, c'est un petit peu étonnant. Donc on va l'assumer, bien sûr. Et pour l'assumer, nous avons besoin de ces 50 000 € que je vous propose d'inscrire dans la décision modificative. Nous avons ensuite 400 € dont on parlera dans le cadre d'une délibération à venir pour une subvention au club d'échecs. Un plafond, pas un forfait, de 4 500 € pour des frais de mission pour le Congrès des maires à Paris, qui va faire l'objet lui aussi de 2 délibérations suite à cette partie financière. Voilà, c'est un plafond, ce n'est pas une somme que nous allons dépenser, on va le voir tout à l'heure. Enfin, les bourses et prix, c'est la cérémonie que nous avons menée et lors de laquelle nous avons récompensé nos bacheliers et nos collégiens qui ont obtenu le brevet avec mention très bien, pour un montant de 3 375 €. Je vous rappelle que nous avons attribué lors de cette manifestation des bons d'achat pour les commerces, pour dynamiser nos commerces. Voilà donc pour le fonctionnement. Ça nous fait un besoin de 116 275 €. On va voir qu'on va économiser donc sur les dépenses imprévues la somme de 5 000 €. 3 375 € d'annulation de la soirée glisse en raison de l'alerte sécheresse renforcée en début juillet dernier. Et 36 000 € du fonds de péréquation intercommunale et communale. Ça, c'est une bonne surprise puisqu'on nous demande moins que prévu dans le cadre de ce FPIC. Donc nous avons une économie de 44 375 € qui, comparée aux besoins de 116 275 €, nous ordonne de faire un virement de la section investissement et de diminuer donc le virement qui avait été fait vers la section investissement dans le cadre du budget de 71 900 €. Vous avez ensuite la section investissement, toujours pareil, en noir les besoins, en rouge les économies. 36 384 € pour une pergola au cimetière. Alors pour l'histoire, vous vous rappelez des faux poivriers qui malheureusement abîmaient les sépultures. Nous avons eu à de nombreuses reprises des délibérations à prendre pour rembourser les familles qui étaient victimes de ces caveaux abîmés. Le système racinaire des poivriers est fait d'une telle manière qu'ils allaient abîmer des caveaux jusqu'à la 18e ou 19e tombe, ce qui semble quand même assez improbable, et pourtant c'était la réalité. Donc nous n'avions pas d'autre choix malheureusement, la mort dans l'âme, de les abattre.
Pour éviter un îlot de chaleur, et sachant qu'on ne pouvait pas replanter d'autres arbres qui, après avoir consulté nos services espaces verts, auraient reproduit les mêmes problèmes au bout de quelques années, nous avons, avec Robert, décidé d'implanter une pergola qui se monte à 36 384 € et qui va donc recréer une allée alternée avec ombre et soleil qui va permettre, lors des fortes chaleurs, de rendre la situation plus respirable. On ne décide pas des jours d'obsèques, malheureusement, pour les familles. Donc, il est des moments où il est particulièrement pénible d'affronter, en plus du chagrin, la canicule. Ensuite, nous avons 3 832 € pour changer la pompe du forage de la maison Pagès, du jardin de la maison Pagès. Donc, si nous n'achetons pas cette pompe, bien, nous allons tirer sur l'eau de la ville. Arroser un espace vert de cette taille avec l'eau de la ville, ce n'est pas très pertinent. 5 000 € pour une nouvelle caméra, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une avance pour Erima, le prestataire du Sictiam pour les caméras, de 9 550 €. Ce n'est pas perdu, c'est une somme qui permettra d'être utilisée pour les caméras ultérieures, mais c'est réglementaire. Erima utilise cette avance. Donc nous avons un total de besoins qui se monte à 54 766 €. Si on ajoute les 71 900 € de virement au fonctionnement, ça nous fait 126 666 € à trouver. Et nous allons donc les trouver avec les deux sommes en rouge. Donc la première, sur les dépenses imprévues qui est encore disponible, on prend 14 550 €. On se garde quand même une poire pour la soif pour la fin de l'année. Et on va enlever 112 000 € et 112 116 € au provisionnement du groupe scolaire, mais que l'on retrouvera sans problème en début d'année prochaine, ce qui permet d'équilibrer également la section investissement à 126 666 € en recettes et en dépenses. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM ? Oui. Le micro, M. Jean Soulin, s'il vous plaît, sinon on ne va pas vous entendre. Reprenez la question dès le début. Je comprends que l'investissement cette année diminue. Et ma question est, quels sont les projets d'investissement qui sont retardés ou annulés liés à cette diminution de l'investissement ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça concerne le congrès des maires. Je vois qu'on prévoit 4 500 € pour aller au congrès des maires. Donc j'ai compris qu'il y avait 4 adjoints, monsieur le maire, et 3 adjoints qui allaient au congrès des maires. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller à 4 au congrès des maires ? Voilà mes questions. Bien. Alors la question du congrès des maires, je ne vais pas l'éluder. Je vous demande juste de la reposer quand on va faire la délibération, puisqu'on va en reparler de façon redondante. Je répondrai à votre question si je n'y ai pas répondu dans le cadre des délibérations. Concernant les investissements, alors justement, on essaye de ne pas les annuler, on essaye de les financer intelligemment. Alors, il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'argent, notamment en étant plus insistant en termes de subventions. J'ai appris vendredi soir que la région nous versait une subvention de 200 000 € pour la maîtrise d'œuvre de l'école. C'est une subvention qui était quasiment perdue suite à la clôture du CRET 1. Et cette subvention, grâce à un travail très important auprès des élus de la région, nous avons réussi à la ressortir. Donc vous voyez que même en enlevant 112 000 € de provision, c'est 200 000 € qui étaient oubliés suite à notamment au changement de site de l'école. Eh bien, nous avons réussi à les récupérer. Il y a encore 1,3 million à aller chercher sur les travaux de l'école. Je vais faire aussi le maximum pour cela. Vous pouvez compter sur moi. Concernant les investissements à reporter ou à annuler, eh bien, il y a le moulin de la Capelle qui justement va faire l'objet d'un partenariat intelligent, vu l'époque, c'est-à-dire une opération qui ne coûtera rien à la commune. Nous travaillons avec l'IME, l'Institut médico-éducatif des Maurières, pour la prise en charge de la rénovation de ce bâtiment en échange d'une exploitation par l'IME, notamment avec ses activités journalières. L'IME est un groupement autonome qui a son financement
Ils évaluent la rénovation totale du moulin à plus de 2 millions d'euros. C'est un projet qui, au départ, il y a 4 ans, se montait à 1 million, 1 million 100. Aujourd'hui, c'est à plus de 2 millions, voire 2 millions 5. Ils nous font des propositions. La commande est simple, c'est de préserver au maximum le caractère patrimonial de ce moulin, même s'il est en état de tomber sur lui-même. Vous connaissez l'état des planchers, vous connaissez l'état de la toiture. Il a une apparence assez flatteuse en façade, mais ça cache quand même la misère. Il est en réalité très très abîmé. Donc ce chantier, par exemple, c'est un exemple que je vous donne pour ne pas annuler un investissement, malgré les contraintes de la crise. C'est une piste qui est très sérieuse et que nous continuons à développer et qui, je l'espère, va aboutir à une signature. L'école, vous voyez, on ne la remet pas en cause. Elle va pourtant coûter plus cher qu'elle ne devait coûter il y a 2 ans. Peut-être qu'elle coûtera encore plus cher dans 1 an que ce qu'elle ne devait coûter aujourd'hui. Il est très difficile aujourd'hui de maîtriser l'augmentation des coûts des matériaux et de l'énergie. Pourtant, il faut la faire, cette école. On n'a pas le choix. On a une école qui est en fin de vie. On a un accroissement de la population, notamment en raison de la loi SRU, qui amène la population à se renouveler. Nous allons assumer cette école. Nous avons fait un emprunt à hauteur de 8 millions d'euros avec un taux qui a été obtenu en déclenchant la demande du prêt au bon moment, avec un taux de 1,6%. On l'a voté lors du précédent conseil municipal. Sachez que les communes qui demandent un emprunt aujourd'hui sont à 2,80 ou 2,90. Voilà, donc on a quand même évité le pire au niveau du prêt aussi. Donc voilà comment on arrive à maintenir certains investissements en étant proactif, en allant chercher l'argent auprès des collectivités supracommunales, en essayant de gérer au mieux effectivement les demandes d'emprunt, et puis en choisissant le prestataire à la fois le plus raisonnable en termes de prix et de prestations. C'est aussi une façon de ne pas exagérer une situation qui est contraignante. La centralité, on ne l'abandonne pas. Il y avait 4 grands projets. J'ai parlé du moulin, de l'école. La centralité, on va au bout. Vous avez vu que là aussi, on est impacté par un surcoût. Je vous ai expliqué de quelle manière on va arriver à le surpasser. Donc on va amener ce dossier à bien. Et puis enfin, il y a la salle des fêtes. La salle des fêtes qu'on avait mis aussi dans le programme, dans la mesure où elle menaçait de fermeture. Bon, il se trouve que finalement, elle tient quand même le coup. Il n'empêche qu'elle est petite pour les besoins communaux aujourd'hui. Elle est quand même abîmée. Il y a des infiltrations d'eau. Il n'y a pas de péril aujourd'hui. Elle peut tenir encore un peu. Par contre, voilà, nous proposerons un projet, là aussi en essayant de rechercher un financement intelligent, parce que refaire une salle sur place, ça va coûter le prix que ça coûtera et il n'y aura pas d'économie. Par contre, le lier à un travail global sur la zone qui est située sous la mairie avec des objectifs qui paraissent pourtant paradoxaux de désimperméabiliser, eh bien, c'est quelque chose qui me paraît aussi jouable, qui prendra du temps. C'est un chantier d'ampleur. Peut-être qu'il serait plus raisonnable de l'envisager pour le mandat suivant et donc de le laisser à la décision de la personne qui sera à la tête de la mairie à partir de 2026. Mais ça ne nous empêche pas de travailler sur ce dossier, d'avoir une proposition à faire. Mais ce n'est pas un projet que nous abandonnons non plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu sur la question des investissements. Je réponds sur la question du congrès des maires, après avoir parlé des 2 délibérations qui suivent. Alors, elles ne suivent pas tout de suite, mais elles vont venir juste après. Donc, on finit la... Oui, d'ailleurs, c'est la suivante. Donc, les modalités... Alors, pardon, on doit voter pour la décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, la délibération numéro 13, les modalités de prise en charge des déplacements des élus. Il y a donc deux sous-critères. Donc le premier cas de figure, c'est pour les déplacements des élus hors de la commune dans le cadre des missions habituelles, lorsqu'ils représentent la commune, bien dans un syndicat, dans une collectivité.
c'est quelque chose qui est assez banal, mais que nous devons voter pour l'ensemble du mandat aussi. Et puis, il y a le cas du mandat spécial qui concerne justement le Congrès des maires. Les conditions sont les suivantes pour déterminer un mandat spécial, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement. Ce n'est pas quelque chose aussi, pour anticiper déjà une réponse, qu'on fait obligatoirement chaque année. Il faut nommer les élus participants, donc ça sera fait sur la délibération suivante. Il faut borner la mission dans le temps, ça sera fait aussi avec des dates qui vont du 21 au 24 novembre prochain. Il faut qu'il y ait un intérêt communal et il faut un vote préalable du conseil municipal, sauf exception qu'on peut voter a posteriori, mais là on est bien dans le cadre d'un vote préalable. On demande une dérogation pour ne pas opter pour le forfait, justement, mais pour les frais réels, hein, pour ne pas avoir plus de remboursement que ce que nous aurons de dépenses. Donc, dans le but d'être au centime près en termes de remboursement. Ces remboursements concernent le déplacement principal, qui va de Toulon à Paris, aller-retour, les frais d'hébergement, les frais d'alimentation et les déplacements intersites sur place. Donc là, je vous ai exposé les conditions de ce mandat. Bien, l'intérêt communal, donc pour là aussi répondre de manière anticipée à une partie de votre question, les élus ont tout intérêt à se former. Hein. On prend très peu le temps, par expérience, je peux le dire, depuis 2008, malheureusement, on a le droit, dans le cadre du DIF, de demander des formations pour les élus. Là, il se trouve que ce congrès des maires, c'est une magnifique concentration de formations pour les élus, avec des thématiques du moment qui nous concernent tous, et avec une actualité qui est éminemment prégnante. On va parler d'écologie, du rôle du maire pour garantir la sécurité au quotidien, la gestion des risques, la transition numérique, la problématique du logement, la responsabilité pénale des élus, l'organisation de l'école, ça nous concerne au premier plan puisqu'on va en créer une nouvelle, les déplacements, l'intercommunalité, ce sont des thèmes qui seront présents sur l'ensemble des manifestations du Congrès des maires au travers de conférences, de forums, de débats, de rencontres entre élus. Il est important de rencontrer, M. Jean Solin, les élus de la République, que ce soit les élus nationaux, que ce soit les élus locaux, effectivement, on va les rencontrer aussi, les élus de la région et du département, là-bas à Paris, ils y seront. C'est important parce que justement, quand on va aller décrocher les subventions auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, ce n'est pas en demandant de sa chaise qu'on va les obtenir. Et c'est être présent dans ces moments-là qui permet de mettre sa commune en avant, d'en être un bon VRP. Donc pour toutes ces raisons, voilà, il y a un intérêt communal effectivement à aller au Congrès des maires. Ensuite, pourquoi y aller à 4 ? Alors, c'est vrai qu'on peut y aller à 1 chaque année, ou on peut y aller une fois à 4. Il ne faut pas non plus l'intérêt d'y aller tout seul, c'est quand même un petit peu punitif de faire un aller-retour seul, d'être seul là-haut aussi. Et surtout, il y a un nombre de manifestations simultanées qui sont particulièrement concentrées. Ça va permettre à chacune des adjointes qui m'accompagnent d'aller, dans le cadre de leur délégation, participer à ces conférences, à ces prises d'informations et ramener, bien sûr, matière à travailler, à améliorer encore nos performances au quotidien pour la commune. Voilà, sachez que le plafond qui est très élevé pour les besoins que nous avons en réalité de 4 500 € ne sera pas utilisé, loin s'en faut. On n'avait pas, quand on a fixé le plafond, le prix des déplacements de l'hébergement, parce que nous n'avions pas encore tout simplement les dates précises. Maintenant, on sait, on a effectivement 1 200 ou 1 300 € de frais de déplacement et de frais d'hébergement. Voilà. Donc, pour le reste, ça ne va pas représenter une somme colossale. Donc, comparé à l'intérêt en termes de formation et à l'intérêt en termes de représentation de la commune, il me semble que c'est un très bon investissement qui ne va pas peser grand-chose et qui va nous permettre de continuer à progresser. J'espère que j'ai répondu à vos questions, M. Jean Solin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, dans ces cas-là, je vais vous demander de voter pour cette première délibération qui consiste donc
Je vais vous lire la fin de la délibération. Pour la durée du mandat, à fixer les modalités de prise en charge et de remboursement des frais de déplacement applicables aux élus qui se rendent, donc soit premier cas de figure, à des réunions dans des instances ou organismes au cours desquels ils représentent la ville ès-qualité lorsque la réunion a lieu hors de son territoire, sont approuvées telles que décrites ci-dessus. Article 2. Pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge et de remboursement des frais de déplacement applicables aux élus dans le cas des mandats spéciaux, telles que décrites ci-dessus et sur présentation de pièces justificatives, puisque ce sera du réel, non pas du forfait. Nous ne percevrons pas 1 € de plus que ce que nous avons dépensé dans les critères que je vous ai énoncés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante vient compléter les exigences de la première pour la création du mandat spécial. Donc il faut nommer les participants qui vont se déplacer. Donc il s'agit de Madame Sandrine Astier-Boucher, première adjointe au maire, Madame Magali Gini, adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et au tourisme, Madame Anne-Laure Escoffon-Joly, adjointe déléguée aux affaires scolaires, à la jeunesse et correspondante du centre pénitentiaire, et moi-même, donc Yves Palmieri, maire de la Farlède. Voilà, donc nous allons voter pour autoriser ces personnes, et uniquement ces personnes. Hein, si nous remontons pendant ce mandat avec d'autres adjoints, il faudra revoter cette délibération parce que c'est nominatif. Voilà, toujours dans le cadre donc, de la prise en charge des frais réellement engagés. Donc, je vous demande d'autoriser ces 4 personnes à faire ce déplacement, à être remboursés des frais de déplacement et d'hébergement, et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante porte sur la création d'une commission de délégation de services publics qui doit être instituée afin d'analyser des dossiers de candidature dans le cadre de procédures de concession. Donc la commune... Ah, j'ai oublié, je ferai juste après, j'ai inversé une délibération, excusez-moi. Bon. La délibération numéro 15, je la ferai juste après celle-ci. Donc cette commission de délégation de services publics pourrait, dans l'esprit de tous, s'adosser et correspondre à une commission qui existe déjà, c'est la commission d'appel d'offres. Pourtant, la réglementation nous demande d'en créer une, et si je vous demande de créer cette CDSP, c'est parce que justement nous avons une cas de figure qui se présente à nous, qui consiste à mettre à disposition d'un futur prestataire nos toitures pour les panneaux photovoltaïques. Et donc, comme nous devons mettre en place une concession, eh bien, il va falloir que celle-ci soit décidée non pas par la CAO, la commission d'appel d'offres, mais par la commission de délégation de services publics permanente que je vous propose de créer ce soir. Alors, il y a 2 possibilités. Je propose de reprendre les membres de la CAO, puisque les deux procédures sont très proches, même si elles doivent avoir juridiquement une entité distincte. Je vous propose de reprendre les mêmes membres de la CAO. S'il y a la moindre abstention, à ce compte-là, on passe à la 2e possibilité avec une interruption de séance et on votera en fonction des dépôts de liste pour la création de cette commission de délégation de services publics en fonction du résultat des votes. Donc, est-ce qu'il y a une objection à ce que les membres de la CAO soient superposés pour devenir également membres de cette commission de délégation de services publics? Donc, je vous l'ai dit, c'est dans le cadre, ça ne s'était pas présenté jusqu'à présent, mais là, il y a une concession, c'est dans le cadre de l'attribution du marché des panneaux solaires. Est-ce qu'il y a une objection à ce qu'on reprenne la même liste, que nous serons obligés de voter quoi qu'il arrive, dans un second temps? Bien, s'il n'y a pas d'objection, je vais vous demander de voter pour ce principe.
de dépôt de liste et de reprise donc, de la liste que nous allons mettre en place pour la prochaine délibération. Qui est contre ce principe? Qui s'abstient? Je vous remercie. On finit la délibération qui est attenante et puis on fait les échecs. Donc maintenant, nous allons voter pour élire à nouveau les membres de la commission d'appel d'offres en tant que membres de cette commission de délégation de services publics. Donc vous avez les noms qui étaient préparés, même si une autre liste aurait pu voir le jour. Là, celle-ci devient du coup une liste unique. Vous avez en titulaire Madame Sandrine Assier-Boucher, Monsieur Robert Berti, Madame Virginie Vialon-Corporandi, Monsieur Jacques Even, Monsieur Pierre-Henry, et en membres suppléants Anne-Laure Excoffon-Joly, Madame Magali Gini, Mireille Gamba, Marie-France Gérény et Alex Vidal, le maire étant le président de ces commissions de droit. On peut voter de deux manières, soit à bulletin secret, soit à main levée. S'il y a au moins un quart du conseil municipal, c'est-à-dire au moins 8 membres avec les procurations incluses, eh bien, nous pouvons voter à main levée. Donc, s'il y a moins de 8 membres qui souhaitent voter à main levée, nous voterons à bulletin secret. Donc, qui est pour voter à main levée? Mais ça, on le fait à main levée, du coup. Voilà, l'affaire est entendue. Est-ce que vous avez eu le temps de compter? On va faire l'inverse. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, c'est l'unanimité. Donc, on va maintenant voter pour cette liste. Donc, qui est contre cette composition de liste pour la commission de délégation de services publics? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous reprenons la délibération sur la subvention pour les échecs, donc qui est la délibération numéro 15. C'est vrai qu'elle a été coincée entre deux, là. Voilà, c'est une subvention exceptionnelle parce que c'est un événement exceptionnel aussi. Donc nous avons la jeune Émilie Alfano qui est adhérente au club depuis sa plus tendre enfance. Elle n'est d'ailleurs pas très vieille, hein, elle a 13 ans. Sa maman est professeure des écoles à l'école Jean Écart. C'est la petite-fille de Luigi Alfano, notre ancien footballeur emblématique du Sporting Club de Toulon. Et elle est une championne d'échecs avérée. Elle a déjà participé à des championnats du monde de sa classe d'âge. Et là, elle est qualifiée pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Turquie du 5 novembre au 15 novembre prochain. La fédération d'échecs n'est pas une fédération de milliardaires. Il participe pour une partie des frais de déplacement de la jeune Émilie, mais bien sûr qu'à 12 ans, se rendre seule, même avec un encadrement en Turquie, ce n'est pas forcément l'idéal familial qui est envisagé dans la famille. Il va y avoir beaucoup de frais pour les parents d'Émilie Alfano. Il va y avoir aussi des frais pour elle, puisque les remboursements de la fédération ne permettent pas de couvrir à 100% ses propres frais. Alors, l'association s'appelle La Farlette Toulon Échecs. Il y a aussi la mairie de Toulon qui est sollicitée. Il y a le département, il y a la région. Et nous proposons donc, nous, de contribuer sur la base de ce que nous avons fait il y a quelques années pour 2 ou 3 cas de figure similaires. Je pense notamment à Christophe Bruel, qui était un apnéiste qui a participé au championnat d'Europe et au championnat du monde d'apnée, et à qui nous avions versé une subvention dans le cadre de son association pour aller participer à ces championnats. À l'époque, c'était 300 €. Aujourd'hui, je vous propose de verser 400 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Bien, s'il n'y a pas de question, on met aux voix. Qui est contre cette subvention à la Farlette Toulon Échecs? Qui s'abstient? Je vous remercie à la fois pour le club et pour la famille d'Émilie Alfano et pour elle-même. Alors, on passe aux ressources humaines. Madame Garcia va nous parler du comité social territorial qui nous demande techniquement de réunir la ville de la Farlette et le CCAS. Donc, bonsoir à tous. Donc, nous vous présentons une délibération, comme a dit Monsieur le maire, de fusion de comité social territorial
commun entre la ville et le CCAS. Je voulais juste rappeler donc l'origine du comité social territorial, qui est en fait la fusion de deux instances consultatives au sein des collectivités, qui sont le comité technique et le CHSCT. Donc on avait la possibilité de soit laisser ces instances fusionner et donc devenir un comité social territorial avec formation plénière, ou de voter en comité technique pour un comité social territorial défusionné, donc en gardant les deux instances, celle du CT et du CHSCT. En comité technique, nous avons choisi de garder la fusion en fait de ce comité social territorial qui deviendra une formation plénière. Ce comité social territorial prendra effet après les élections professionnelles qui se tiendront donc le 8 décembre 2022. On a fait on a dénombré donc 124 agents au 1er janvier 2022, ce qui nous permet donc de bien pouvoir en tout cas fusionner ce CST. Que dire de plus? Ce sont les collectivités de plus de 50 agents qui pouvaient y prétendre à la fusion de ce comité social territorial entre la ville et le CCAS. Donc nous répondons bien à cette condition. Comme je vous l'ai dit, les effectifs ont été arrêtés donc de 124 agents, 121 au sein de l'hôtel de ville, 3 au niveau du CCAS. Ce qui représente un nombre de membres de représentants du personnel de 6, décomposés comme suit: 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants. Les 124 agents, dans les 124 agents, il y a une répartition de 66% de femmes et de 34% d'hommes. Pour la création de CST communs, nous devons garder cette représentation dans les membres représentants du personnel, c'est-à-dire 2 femmes pour 1 homme. Nous recevons actuellement les listes des élections professionnelles des différents syndicats, et ce jusqu'au 27 octobre. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous demande d'accepter cette fusion. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, dans ce cas-là, nous allons voter. Qui est contre cette convention entre CCAS et mairie de la Farlède? Cette fusion, pardon, entre CCAS et mairie de la Farlède pour le CST. Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais céder la parole à Aline Portelli, notre directrice des affaires scolaires, qui va nous parler de 2 délibérations. Et pour démarrer, l'approbation de la charte des ADSEM, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Bonsoir. Oui, donc la charte de qualité, comme on l'appelle, donc c'est un document qui accompagne les ADSEM, un document officieux, on va dire aujourd'hui, qui accompagne les ADSEM depuis déjà quelques années. Et il a été décidé, avec la collaboration de Madame Garcia, donc la DRH, de consulter le CDG 83 pour avoir la nouvelle version revue avec les évolutions législatives et réglementaires. Donc cette charte nous a été communiquée, mais avec les anciennes chartes, la faire à notre manière, c'est-à-dire se l'approprier, l'adapter à notre propre fonctionnement. Dans chaque commune, le fonctionnement des ADSEM est complètement différent. Donc cette charte, après avoir été remaniée, a été visée par le CDG 83. Elle a été présentée au CHSCT en date du 28 septembre. Et visé ensuite au comité technique, validé par le comité technique du 28 septembre de cette année. Donc c'est un document qui légitime vraiment le rôle des ADSEM. Elles ont un rôle qui est complexe parce qu'elles sont soumises à une double autorité, une autorité hiérarchique territoriale, donc puisque Monsieur le maire est l'employeur des ADSEM, et une autorité fonctionnelle de par les directrices et directeurs des écoles maternelles. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est complexe. Elles sont, en tout cas, moi je vais parler surtout des ADSEM de notre commune. Elles sont quand même à disposition des enseignants
quasiment toute la journée, hein, donc on va dire 6 heures par jour sur le fonctionnement scolaire. Donc elles ont un rôle très important auprès des enfants, auprès de leur, par rapport à leur rôle éducatif. Mais effectivement, il y a quand même quelques enseignants qui, on va dire entre guillemets, abusent un petit peu de leur fonction. Et c'est pour ça que cette charte est importante, parce qu'elle remet justement, elle remet bien au clair le rôle, hein, ce qui est dit dans la délibération, le rôle de chacun. L'ADSEM ne peut pas se substituer à la responsabilité d'un enseignant, hein, chose qui est des fois un petit peu confus à ce niveau-là. Et effectivement, cette nouvelle charte, sur les changements, ce que je disais, législatifs qui ont été effectués, précise bien sur un verbe qui est tout simple, que l'ADSEM peut, mais elle ne doit pas, sur des responsabilités comme par exemple de la surveillance de cours, de la surveillance de dortoir, voilà, où quelquefois elle se retrouve un petit peu seule. Et ensuite aussi, bon, on ne va pas épiloguer trop longtemps, mais sur aussi le respect que les enseignants se doivent avoir envers elles. Donc c'est vraiment un document qui les protège. Et aujourd'hui, elle a été donc visée et validée par le comité technique. Donc là, elle va être signée, et je voudrais quand même préciser que c'est une charte qui a été communiquée à notre inspectrice de circonscription, qui est un partenaire vraiment essentiel pour nous, puisqu'elle est signataire, hein, vous verrez sur la dernière page avec Monsieur le maire et les 2 directrices des écoles. Donc c'est vraiment important pour nous et surtout pour les ADSEM. Voilà, donc une fois signée par Monsieur le maire, Madame l'inspectrice, Madame Sylvie Laure et les 2 directrices des 2 écoles, elle sera remise à chaque ADSEM, à l'inspectrice aussi bien sûr, et voilà, elle sera remise, voilà. Et donc nous, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que grâce à cette démarche-là, ça devient vraiment un document officiel, et c'est très important pour nous, voilà. Merci Madame Portelli, qui a été très complète. Donc j'en rajoute une couche. Nous exigeons du respect pour nos assistantes maternelles qui font un très beau métier. Mais je reprécise que c'est une minorité d'enseignants qui a parfois débordé en termes de demandes auprès de nos ADSEM. Mais avec cette charte, voilà, nous donnons un signal fort en solidarité avec nos agents. Et évidemment, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre cette charte? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, toujours Madame Portelli, avec la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial, PEDT, labellisé Plan Mercredi pour la période 2021-2025. Donc le PEDT, grande histoire, donc projet éducatif territorial, il avait été signé une première fois avec la mise en place des rythmes scolaires en 2014, en septembre 2014, pour une durée de 4 ans, en année scolaire. Hein. Donc cette convention, ce PEDT, a été renouvelé une 2e fois, mais a été vite stoppé par un nouveau décret qui a remis en place la semaine des 4 jours scolaires. Donc du coup, ce 2e PEDT avait été annulé. Donc le PEDT a pour objectif principal de réunir un maximum de partenaires. Si vous avez eu l'occasion de lire le PEDT, donc des partenaires associatifs, partenaires institutionnels, les enseignants, les parents, les délégués de parents d'élèves. Enfin, il y a tout un panel de partenaires qui rentrent en compte dans ce PEDT. Et donc ce nouveau PEDT a pour objectif de réunir ce maximum de partenaires. Donc c'est un cadre qui permet à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. Là, c'est vraiment un cadre que nous donnent les institutionnels. Donc là, ce nouveau PEDT va être accompagné d'un plan mercredi. Alors le plan mercredi, pareil, il est également joint avec le PEDT. Il reprend les mêmes objectifs, mais sachant que le PEDT concerne tout ce qui est temps périscolaire et extrascolaire, c'est-à-dire les vacances scolaires comprises, tandis que le plan mercredi, ça dit bien, ça ne concerne que le mercredi. Donc beaucoup d'avantages
au-delà de mettre en place des activités toujours de qualité, ça nous permet d'alléger aussi un taux d'encadrement. Alors à prendre avec modération, parce qu'actuellement, sur le périscolaire, on a un encadrant pour 10 enfants de moins de 6 ans et un encadrant pour 14 enfants de moins de 6 ans, de plus de 6 ans, pardon. Le PEDT plan mercredi va nous permettre de passer à 1 pour 14, si cela est nécessaire, hein, pour les moins de 6 ans, et 1 pour 18 pour les plus de 6 ans. Donc bon, avec bien sûr, comme nous le précise la CAF et anciennement la DDCS, maintenant qui s'appelle la SDJES, Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport, de tenir compte aussi des personnes extérieures dans les taux d'encadrement. Voilà, c'est pour ça que je dis avec modération, parce qu'un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans, ça paraît quand même assez compliqué et complexe. Alors, et puis la bonne nouvelle, c'est que ce plan mercredi, qui, une fois validé par le conseil municipal, sera pris en compte à partir du 1er janvier, va nous apporter une bonification, ça c'est quand même très important pour nous, une bonification au niveau de la prestation de services ordinaire, qui est versée par la Caisse d'allocation familiale. Les conventions d'ailleurs vont être renouvelées là, au 1er décembre 2023. Donc actuellement, elle est de 0,54 centimes de l'heure par heure enfant. Elle va passer à 1 euro. 1 euro heure enfant, donc à raison de 10 heures qui représentent l'amplitude horaire de nos mercredis, fois 120, 130 enfants, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui va nous permettre, pourquoi pas, d'investir sur d'autres activités. Actuellement, là, pour vous donner un exemple, bon, c'est pour ça que nous rentrons vraiment dans les objectifs de ce PEDT, labellisation plan mercredi, c'est que nous avons commencé tous les mercredis avec beaucoup de partenariats sur toutes les tranches d'âge que l'on accueille, donc autant avec la médiathèque, avec le club de hand, avec, alors ça s'appelle je prends le papier parce que le CDSA, c'est le comité départemental de sport adapté. Et donc nous allons mettre en place 2 journées inclusives avec des enfants des Morières, justement, avec une journée sur l'accueil de loisirs et une journée sur le site des Morières, sur du sport adapté. Et après, mettre en place un projet qui va s'appeler le Savoir rouler, aussi avec cette même association et avec les enfants et les jeunes des Morières. Voilà, tous ces partenaires rentrent vraiment dans les objectifs qui sont demandés par les institutionnels, donc la Caisse d'allocation familiale, la préfecture, l'éducation nationale et la mairie, puisque c'est aussi un partenaire. Ça, voilà, donc... je crois que j'ai tout dit. On a aussi rencontré la nouvelle directrice du foyer Roger Mistral avec le nouvel animateur pour remettre en place, ce qu'on l'avait déjà fait, des journées intergénérationnelles sur divers ateliers. Voilà, écoutez, puis on a plein de choses. On va renouveler notre convention de partenariat avec l'IMSAT, parce qu'on a bientôt rendez-vous avec M. Collet, avec les responsables de la structure. Voilà, donc on est bien calé avec les objectifs qui nous sont demandés pour ce nouveau PEDT et plan mercredi. Merci Madame Portelli pour cette présentation enthousiaste. Voilà. Je voulais la féliciter Madame Portelli parce que vous savez qu'il est difficile de trouver des employés pour des missions qui sont quand même difficiles. Encadrer des enfants, c'est quelque chose qui peut être passionnant mais qui peut aussi être épuisant. C'est pas réputé pour être super rémunérateur et vous avez toujours réussi à pourvoir nos besoins. Nous avons des équipes qui sont stabilisées, on peut faire du bon travail et voilà, je sais que c'est aussi grâce à la qualité de la direction. Donc merci Aline pour tout ce travail. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce PEDT? Pas de questions. Eh bien, on va le mettre au vote. Donc, qui est contre les termes de cette convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une dernière délibération qui concerne les écoles, c'est une rectification d'erreurs matérielles. On vote chaque année pour une participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques et aux participations aussi des écoles privées.
Et puis là, nous avons voté pour un montant qui a été réactualisé depuis par une commune, en l'occurrence la commune de Lacroix. La commune de Lacroix a déjà la particularité d'avoir 2 tarifications, une tarification de base et puis un supplément pour la section Ulysse qui demande des frais supplémentaires. Donc le tarif que nous demandons de revaloriser est fixé pour la participation de base envers la commune de Lacroix à 398,32 € par enfant et d'y rajouter la part complémentaire pour les enfants éventuellement scolarisés en Ulysse, donc de 69,39 €. Ça nous permet de rectifier les sommes que nous avions votées qui étaient 372 et 64 € à ce moment-là. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là aussi un classique, les autorisations d'ouverture d'un magasin. On a fait ça à la CCVG l'autre fois, on fait ça en communal. Pour le magasin Lidl qui demande donc 12 ouvertures dominicales. Vous le voyez essentiellement sur la période estivale puisqu'il y a un surplus d'activité lié à la fréquentation de nos territoires du point de vue touristique. Et puis les 3 dimanches précédant les fêtes, là aussi c'est assez classique. Je précise que les employés qui travaillent le dimanche sont des volontaires, qu'ils sont d'ailleurs rémunérés de façon améliorée pour ces dimanches-là. Et que pour ma part, mais je vous écoute, je ne vois pas de raison de refuser cela à la direction de Lidl. Est-ce que vous avez des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est terminé. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Monsieur le maire, donc j'aurais une question à vous poser. Pouvez-vous nous faire, si c'est possible, un point d'avancement des travaux concernant l'entrée de la CCVG dans TPM? Bien, ça a été abordé lors du précédent conseil communautaire. Je vous remercie pour votre question. Donc le président Garon a fait un état des lieux. Donc actuellement, il y a une temporisation devant la complexité liée à la vision financière devant la crise qui attend nos collectivités. Il y a notamment des coûts d'énergie qui explosent et que ce soit du côté de la métropole, de la CCVG ou des communes, ces augmentations remettent sur le tapis bon nombre de calculs qui étaient faits pour cette étude de fusion. Donc pour l'instant, il y a une temporisation. Voilà. Il n'y a ni décision d'arrêter, ni d'intégrer plus rapidement. Les choses seront annoncées probablement une fois sorties de cette crise énergétique, savoir de quelle manière les discussions reprennent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un changement d'orientation en l'état ou que les choses sont soumises à réflexion? Alors c'est une étude de fusion, donc au fur et à mesure d'une étude de fusion, apparaissent des éléments, notamment de calcul financier, de projection en termes de transfert de personnel. Au fur et à mesure de cette étude, d'une commune à l'autre, peuvent apparaître des positions préférentielles, mais lorsqu'il y a des difficultés qui apparaissent, après le discours administratif qui est mené jusqu'à présent, qui est une étude très administrative, il y a le discours politique qui consiste parfois à équilibrer certains points qui s'avèrent perdants pour certaines communes ou gagnants pour d'autres. Pour l'instant, je vous dis, la chose n'a pas encore été abordée. Voilà, les difficultés ou les avantages ont été énoncés du point de vue administratif, mais il n'y a pas encore eu la discussion politique pour savoir de quelle manière la poursuite après la crise énergétique sera abordée. Il n'y a pas d'autres questions. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis en direct. Bonne soirée à tous.